adhérents, les anciens adhérents de l'UTL connaissent bien, mais qu'il nous faut présenter quand même pour les nouveaux. Donc Bernard Sablonnière est, mais je m'aperçois que tout est écrit derrière moi, donc médecin neurobiologiste, professeur honoraire de l'Université de Lille. Il travaille aussi donc à l'INSERM. Voilà, bon, donc je pense que ça correspond à ce que j'avais écrit. Vous avez publié un certain nombre de livres. J'en ai, je sais plus, je crois que j'avais compté 12, il me semble. Mais je crois que c'est ça. Et le dernier en date, c'est date d'avril, du 30 avril de cette année, et c'est Biologie de la personnalité, la construction de soi, chez Odile Jacob, et il y en a ici des exemplaires. Voilà, bon, je vous passe le micro. Merci beaucoup. Oui, on va s'intéresser à la façon dont le cerveau, finalement, c'est pas une boîte noire avec plein de mystères dedans, hein. On arrive quand même à faire des progrès, notamment grâce à l'imagerie, grâce à la biologie du cerveau. Donc, comment se structure le soi? Comment se fabrique la personnalité? Donc, c'est ce qu'on va voir. Alors, la personnalité, c'est quoi en fait? C'est l'ensemble des caractéristiques psychologiques qui font qu'on a une personnalité propre, donc qui distingue le comportement, les pensées, les sentiments. De façon un petit peu plus explicative, c'est la manière dont on se comporte, dont on pense, dont on réagit et dont on vit ses émotions. Alors l'origine du mot, ça vient de persona, qui signifiait dans l'Antiquité grecque le masque porté par un acteur pour exprimer différentes émotions. Et vous savez que le visage exprime énormément d'émotions chez l'homme, ce qui permet une reconnaissance interpersonnelle importante. Après, il y a d'autres définitions, hein. Si vous prenez le dictionnaire de psychologie, publié par des psychologues français, ils disent que c'est un ensemble structuré des dispositions innées et de dispositions acquises. Donc, pour traduire, pour façonner, pour construire la personnalité, il y a de l'inné et il y a de l'acquis. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ce qu'on va détailler maintenant. Aspect, deux caractéristiques de la personnalité, le tempérament et le caractère. Donc le tempérament, c'est cette partie innée. Vous avez tous des enfants, des petits-enfants, il y en a qui pleurent beaucoup, qui sont très émotifs à la naissance, et il y en a d'autres qui sont hyper calmes, qui dorment très bien. Donc il y a bien une disposition innée dans la façon de s'exprimer. Elle est déterminée par notre héritage génétique et par la manière dont se construisent les réseaux de neurones. Ça, on va parler, c'est une partie biologique importante que je vais détailler. Hein, comment les neurones communiquent entre eux par des réseaux, c'est compliqué, et aussi par la biochimie du cerveau, c'est-à-dire ce que j'appelle des clés chimiques, des petites molécules chimiques qui vont contribuer à réguler la façon dont les influx se baladent dans les différents territoires. Donc, étant le fruit d'un héritage, ce tempérament est difficilement modifiable, difficilement manipulable tout au long de la vie. C'est le caractère, c'est l'ensemble des habitudes éducationnelles et relationnelles, donc c'est l'acquis. Tout ce que l'on va apprendre au point de vue vécu relationnel, surtout à partir de l'enfance, dans ses relations avec ses parents, mais ensuite avec ses amis, avec le milieu scolaire, jusqu'à la fin de l'adolescence. Et après, ça continue à se manifester, à se moduler tout au long de la vie adulte. Donc le caractère est malléable, il est d'origine sociale et culturelle, il est déterminé par notre environnement. Et finalement, la personnalité, on pourrait comparer ça à un iceberg, où la partie immergée sous l'eau correspond à la partie innée, au tempérament, et la partie émergée qui fait surface en dehors de l'eau est le caractère. Alors, la personnalité, c'est toute une diversité de traits de nuances. Retrouvez les facettes des nuances de votre personnalité. Si vous lisez tous ces mots-là, il y en a bien plus, hein, je les ai mis un peu par ordre alphabétique, vous pouvez trouver des qualificatifs qui correspondent à vos propres traits de caractère et de tempérament. Donc, il y en a beaucoup, et les psychologues ont, pendant pas mal d'années, essayé d'éplucher ça. Et notamment, Gordon Allport, donc en 1936, c'est un psychologue anglo-saxon, lui, il a trouvé 18 000 mots dans le dictionnaire, là j'en avais écrit une cinquantaine dans la diapositive précédente, il a trouvé 18 000 mots dont la qualification permettait d'exprimer une partie de son caractère ou de son tempérament.
Ensuite, tout cela a subi, bien sûr, des études vraiment par les psychologues du monde entier, qui ont essayé finalement de caractériser d'un point de vue scientifique et de déterminer s'il y a des catégories dans les traits du caractère et du tempérament. Et donc, un certain nombre, Raymond Cattell dans les années 50, Robert McCrae, Paul Costa beaucoup plus tard, dans les années 70-80, et puis finalement Lewis Goldberg, qui a mis tout le monde à peu près d'accord en façonnant finalement un modèle de description des traits de la personnalité à 5 facteurs, qui est maintenant très très utilisé en psychiatrie, en psychologie et même aussi, on verra, par les cabinets de recrutement pour essayer de déterminer les principaux traits de caractère de la personne qu'on embauche, mais on ne rentrera pas trop dans ce détail-là. Modèle à 5 dimensions, Océan. Océan parce que c'est l'abréviation des 5 grands traits de caractère que l'on va détailler maintenant. O pour l'ouverture, ce sont des gens aventureux, hein, on note les principales caractéristiques. Aventureux, très ouverts aux expériences, imaginatifs, curieux, ils ont un sens assez développé de l'intérêt artistique, donc ils sont intéressés par tout ce qui est artistique. Ils ont le sens de l'esthétisme, ils sont créatifs, ils sont assez tolérants, ils se prennent volontiers à l'introspection et ils sont très émotifs. La conscienciosité. Alors là, on met 5 tiroirs, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément dans un tiroir. Vous pouvez avoir des nuances d'ouverture, des nuances de conscienciosité, etc. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas parce que les psychologues rangent les déterminants en 5 tiroirs qu'on a 80% d'un tiroir et pas d'un autre. Vous pouvez très bien avoir majorité de traits de caractère de chacun de ces 5 tiroirs. C'est à vous de les retrouver. La conscienciosité, hein, c'est les gens qui n'arrivent jamais en retard aux réunions. C'est ceux qui sont organisés, prudents, disciplinés, minutieux. C'est les bons élèves à l'école, hein, les consciencieux. D'accord ? Persévérants, ils aiment tout planifier et ils sont fiables. L'extraversion, ça vous connaissez, les extravertis, ils sont très sur d'eux, très enjoués, très enthousiastes, souvent bavards, gais, un peu excités parfois, avec beaucoup de jovialité. L'agréabilité, c'est les gens aimables, gentils, altruistes, qui dégagent de la chaleur humaine, qui sont modestes, sympathiques. Voilà, on aime bien rencontrer des gens agréables. Et puis, il y a le névrosisme, donc vous retrouvez les 5 grandes lettres, hein, O-C-E-A-N. Névrosisme, ça ne veut pas dire que c'est des névrosés, hein, on n'est pas dans la pathologie là. Non, non, j'insiste, on est dans un trait de caractère où finalement, il y a une relative instabilité émotionnelle. Ils sont d'un fond un petit peu anxieux en permanent, et ils se mettent facilement en colère. Il y a cette espèce de volatilité émotionnelle dont on parlera. Ils peuvent être sujets à la déprime, à l'impulsivité. Souvent, ils se sous-estiment eux-mêmes et ils sont parfois un peu vulnérables au niveau de leurs traits de psychologie. Donc voilà l'ensemble à 5 tiroirs. Alors, je n'entrerai pas dans le détail parce que, évidemment, certains psychologues critiquent ces différents tiroirs en disant que l'équité, par exemple, la sincérité proprement dit, n'est pas vraiment évaluée dans ce système à 5 tiroirs. Bref, ça c'est une discussion de nos spécialistes. Alors, si ça vous intéresse, on va pas trop en parler dans cet exposé, mais je le mets dans le livre, bien sûr. Si ça vous intéresse, sur Internet, vous pouvez tester ce modèle Big Five. Moi, je l'ai fait sur moi-même. Comme ça, vous voyez quelles sont les nuances qui correspondent à peu près à votre trait de caractère. Alors, le test, en quoi ça consiste? On va évaluer 30 nuances au total, c'est-à-dire 6 nuances pour chacun des 5 traits du Big Five. Et on va poser un certain nombre de questions pour évaluer chacune des nuances. Alors, il y a des tests où il y a 30 questions, des tests où il y a 240. Là, j'ai pris l'exemple de tests à 120 questions. Bon, vous pouvez faire ça facilement devant votre ordinateur, devant Internet, en 20 ou 30 minutes. Et à chaque fois qu'une affirmation est posée, vous devez répondre. Si vous êtes tout à fait d'accord avec l'affirmation, à ce moment-là, vous avez 2 points sur cette nuance-là. Si vous êtes d'accord, donc c'est un peu plus nuancé, 1 point. Si vous êtes ni d'accord ni pas d'accord, 0.
pas du tout d'accord, moins un point, pas d'accord, moins un point, et pas du tout d'accord, moins 2 points. Alors je donne les exemples qui correspondent au trait d'ouverture. Je déborde d'idées. Bon, on vous dit je déborde d'idées. Est-ce que ça correspond à vous, plus ou moins, ou pas? Ou bien je n'ai pas une grande imagination. Alors il faut se méfier de l'interprétation personnelle de la réponse au test. Parce que finalement, certains le prennent comme une punition en disant bah, le test me dit que j'ai pas d'imagination. Non, il vous questionne en demandant quel est votre degré d'imagination. C'est à vous d'être sincère et de dire oui, je suis très imaginatif, ou je suis moyennement, ou je ne suis pas du tout. D'accord? Autre question qui permet de tester évidemment la conscienciosité, parmi les questions d'une des nuances, je n'aime pas arriver en retard à une réunion. Ce qui est tout à fait mon cas, je suis plutôt assez consciencieux, donc je répondrai volontiers oui. Alors, on va passer au biologique. Il faut savoir que la personnalité est évaluée avec des objets scientifiques différents. Et toutes les spécialités qui étudient le caractère et la personnalité sont tout à fait acceptables. Vous avez les psychologues qui regardent la structure mentale, donc un peu tous les qualificatifs qu'on a parlé. Vous avez les sociologues qui vont regarder la façon dont on interagit avec les autres et en société. Et vous avez les biologistes comme moi qui veulent regarder qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour faire que certains individus sont plutôt très anxieux, etc., introvertis, ne parlent pas beaucoup quand ils sont en réunion avec d'autres, hein, ça on connaît, et puis il y en a d'autres qui prennent la parole tout le temps, qui sont très extravertis, etc. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Eh bien, figurez-vous que grâce à l'IRM, qui est quand même une technique remarquable, on en parlera après, le premier facteur biologique pour comprendre la construction du soi, c'est la façon dont ces fils électriques dans le cerveau se développent pour connecter tous nos neurones. Et il y en a beaucoup, hein, on a 100 000 km de fils dans le cerveau. Deuxième élément, c'est, on verra, les neurotransmetteurs. Mais du point de vue des réseaux de neurones, les biologistes l'interprètent de façon assez bonne, finalement, pour montrer que le soma et la psyché ne sont pas séparés. C'est comment la perception d'une idée, ou même d'une action, vous décidez d'un seul coup de faire quelque chose, ou d'un seul coup vous percevez une émotion, eh bien ça s'inscrit dans un chemin de connexion dans le cerveau. Et c'est ce que les spécialistes de l'IRM commencent seulement à essayer d'explorer. Donc on en est vraiment à l'époque de Christophe Colomb, où on va trouver un certain nombre de voies, de chemins qui vont permettre de décrire des nouveaux territoires de connexion entre les façons de fonctionner du cerveau. Le deuxième facteur biologique, c'est les neurotransmetteurs, c'est ces clés chimiques qui vont activer ou au contraire freiner la transmission de l'influx dans certains circuits. Tout le monde connaît l'adrénaline. Quand on est très pressé, on a peur de louper son train, on va courir, le palpitant s'emballe, la tension artérielle monte. C'est bien l'effet de l'adrénaline qui augmente le circuit de l'envie. Vous avez envie de vous dépêcher, eh bien, il y a un neurotransmetteur qui vous aide. Au contraire, quand vous êtes tranquillement en train de lire un livre, en train de vous reposer, à ce moment-là, le taux de noradrénaline baisse. D'ailleurs, c'est conseillé si on veut s'endormir. Hein. Les gens qui pensent toujours à leurs problèmes de la journée au début de leur nuit, eh bien, le taux de noradrénaline augmente dans le cerveau. Donc, ils auront du mal à démarrer le sommeil. Donc, il faut que ce neurotransmetteur baisse dans le cerveau pour trouver une forme de calme. Alors, ces clés chimiques, comment ça fonctionne? Vous avez la photo à gauche où on voit plein de petits circuits avec des espèces de hubs, c'est-à-dire des nœuds, où les connexions peuvent aller tout droit à droite à gauche, on y reviendra. Et puis finalement, quand deux neurones se donnent la main, ça s'appelle une synapse, hein, ils se donnent la main, c'est tout petit, hein, on en a 5000 milliards dans le cerveau, entre 4 et 5000 milliards. C'est vraiment tout petit. Quand ils se donnent la main, il y a un message chimique qui est envoyé. Et ce message chimique, il n'y en a pas beaucoup, il y en a une dizaine dans le cerveau de ces messages chimiques. On en verra quelques-uns. Ça permet d'activer, de moduler, et lorsqu'ils sont libérés dans certains territoires, ça permet déjà d'expliquer un certain nombre de nuances des traits du tempérament et du caractère. Donc, comment le cerveau détermine nos attitudes, nos réactions et nos comportements? Alors, le soi se matérialise dans les connexions cérébrales. Il y a d'abord une mise en place de l'échafaudage. Donc ça, c'est ce qui se passe au cours de la grossesse. Donc au cours de la grossesse, figurez-vous que les neurones commencent à se fabriquer dès le 28e jour de grossesse. Donc c'est vraiment tout au début.
Et là, on arrivera finalement à la fin de la grossesse, puisque quasiment le nombre de neurones est atteint. On sait qu'il y a 86 milliards de neurones dans un cerveau humain. Il y a 4000 milliards de connexions, 4000 milliards de synapses. Donc, l'échafaudage, c'est des gènes clés qui vont multiplier les neurones, construire les fils, puis ensuite gainer les fils avec de la myéline. Alors, le gainage par la myéline est intéressant parce que ça permet d'accélérer le transport des influx nerveux dans les fils, finalement. Et c'est pour ça que la tête du bébé va beaucoup grossir, puisque à 6 ans, on est déjà à 50% de la taille du cerveau adulte, et à la prépuberté, à 11 ans, le cerveau a la taille du cerveau adulte. L'humain est très bien fait. Il fabrique d'abord le centre de commande, c'est-à-dire le cerveau. D'ailleurs, tous les préadolescents, ils sont un peu maigrichons, hein, ils grandissent après, mais ils ont déjà un bon cerveau. Donc, il y a un plan de construction minutieux à chaque période de la grossesse, jusqu'à la fin de l'adolescence, et on sait maintenant que, je ne vais pas passer toutes les étapes de développement, vous le savez, il y a le développement sensoriel qui démarre pendant la grossesse, qui se termine avec, bien sûr, la vision, l'audition. Ensuite, il y a la coordination motrice, etc. Ensuite, il y a les facultés cognitives supérieures. Et on sait que tardivement, notamment chez l'adolescent, entre 15 et 20 ans, c'est le cerveau émotionnel qui devient à maturité le plus tardivement possible. C'est pour ça que nos adolescents sont quand même assez fragiles. Donc, des neurones et des connexions qu'on peut voir, on verra après. Alors, les gènes jouent un rôle clé, puisqu'il y a des gènes qui contribuent à la densité, au nombre de couches de neurones, aux circonvolutions. Ça, c'est tout à fait amusant. Je fais juste un aparté là-dessus. Chez la souris, dont le cerveau est tout à fait lisse, si vous faites une transplantation génétique, une manipulation génétique d'un petit souriceau avec un gène qui a été isolé chez l'homme et qui explique comment le cerveau forme des circonvolutions chez l'homme, eh bien vous allez créer une petite souris avec des circonvolutions. Donc on connaît le gène qui est responsable de cette augmentation de surface du cortex. L'hérédité, donc forcément, les gènes influencent les traits de la personnalité, comme beaucoup de traits morphologiques du corps humain, eh bien c'est quand même 50-50. 50% est dû à nos gènes et 50% est dû à l'effet de l'environnement. Alors vous allez me dire, oui, mais dans le ventre de la maman, il n'y a pas d'effet d'environnement, mais bien sûr que si. Pourquoi si d'abord, même quand le bébé est tout petit, et s'il est plus ou moins appuyé sur le foie ou s'il est plus ou moins appuyé sur la colonne vertébrale, eh bien, il y a certaines régions du cerveau qui vont plus ou moins se développer. Alors ça va se jouer à quelques millimètres cubes de différence, mais déjà ça peut jouer. Et puis, un point important, on a seulement 20 000 gènes qui codent les protéines. D'accord? Mais on a 86 milliards de neurones. Et on a 4 000 milliards de connexions. Donc, on ne peut pas expliquer qu'un gène commande tout. Donc, lorsque les connexions se développent, et chez un fœtus de 6 mois, il y a 1 million de connexions qui se forment chaque seconde. Ce n'est pas dû à des gènes, c'est dû à des protéines qui permettent d'envoyer un signal pour dire au fil, tu vas un peu plus vers le haut, tu vas un peu plus vers le haut, tu vas te connecter à droite, ou tu vas te connecter à gauche. Tout ça, c'est encore mal connu, mais ça joue. Donc, c'est déjà l'effet de l'environnement. Alors, la neurobiologie et la neuroimagerie, un petit mot sur les techniques d'étude. Pour la biologie, le dosage des neurotransmetteurs, c'est pas très parlant. Il y a beaucoup d'études qui sont déduites de ce qu'on observe chez la souris. Chez l'homme, on peut doser, bien sûr, la noradrénaline, on peut doser la sérotonine, on peut doser l'ocytocine dans le sang, mais c'est un reflet très indirect de ce qui se passe dans le cerveau. Et on ne va pas vous faire une ponction entre les deux hémisphères pour aller doser ça, évidemment, c'est trop invasif. Par contre, il y a des techniques de tomographie par émission de positons qui permettent, à l'aide d'une molécule radioactive, radiomarquée, et qui va se fixer sur un récepteur de ces neurotransmetteurs, qui permet de repérer la quantité de récepteurs pour tel ou tel neurotransmetteur. Alors, vous connaissez peut-être ça, c'est fait couramment dans le diagnostic de la maladie de Parkinson. On fait un TEP, c'est-à-dire une tomographie par émission de positons, pour repérer s'il y a un défaut des récepteurs de la dopamine. Après l'IRM, vous allez dans le tunnel, ça fait beaucoup de bruit parce qu'il faut
activer le fonctionnement de l'aimant, hein, c'est pour ça que ça fait un petit peu un bruit de marteau-piqueur. Et là, on peut, par plusieurs techniques d'IRM, regarder quand même ce qui se passe dans le cerveau. Il y a d'abord l'IRM volumétrique, c'est-à-dire on va mesurer la substance grise, la substance blanche, hein, on peut mesurer un certain nombre de volumes de structures dans le cerveau. Il y a l'IRM par tenseur de diffusion, qu'on appelle aussi la tractographie. Alors ça, c'est compliqué, ça permet d'avoir les images qu'on voit à droite, où finalement, en modulant le signal magnétique, on va pouvoir détecter les mouvements des molécules d'eau. En gros, si les molécules d'eau du cerveau, il y a 70% d'eau dans le cerveau, si elles sont contraintes, par exemple dans un fil, c'est-à-dire dans un axone, hein, un fil qui communique entre deux neurones, c'est un espèce de tuyau extrêmement fin, d'environ 7-8 microns de diamètre, à l'intérieur il y a de l'eau. Mais là, l'eau est contrainte dans ses mouvements parce qu'elle est dans un tuyau, d'accord? Tandis que l'eau qui est à l'extérieur des neurones n'est pas contrainte. Donc on arrive à avoir une différence de signal magnétique. C'est ce qu'on fait par la tractographie. Et il y a des progrès remarquables. Regardez l'image de droite où l'ordinateur transpose en fonction des localisations dans les deux hémisphères un certain nombre de fils. On arrive à voir, mais on ne voit pas encore les 100 000 km. On n'en est qu'aux grosses autoroutes. Mais c'est déjà un progrès. Et puis, il y a l'IRM fonctionnel. Alors, l'IRM fonctionnel, donc la personne est sous le tunnel, et on peut lui demander, par exemple, de lever la main. Ou si elle n'y arrive pas parce qu'elle est dans le tunnel, on lui dit la commande de lever la main. Donc, à ce moment-là, il y a une aire motrice du cerveau qui va s'activer. Alors, comment on voit que cette région du cerveau s'active? Eh bien, on le voit par un signal mesuré grâce aux propriétés magnétiques du sang. Parce qu'à l'endroit où l'influx nerveux va fonctionner, les vaisseaux sanguins qui irriguent, qui apportent l'oxygène à ces neurones qui vont être responsables de l'influx nerveux, ça va se dilater un petit peu. Donc il y aura un petit peu plus d'oxygène à ce moment-là, et on va voir le cerveau s'allumer comme un sapin de Noël. Vous voyez, ça va faire des petits spots d'image à des endroits bien particuliers. Donc c'est ça l'IRM fonctionnel. Le problème de l'IRM fonctionnel, c'est que au niveau localisation topologique, c'est-à-dire la précision de la région du cerveau qui s'active, on est de l'ordre du centimètre cube. Surtout avec les IRM qu'on a actuellement, qui sont 3 Tesla ou 7 Tesla. Il y a un IRM 7 Tesla qui vient d'être installé au CHU de Lille, mais sinon vous avez des IRM 3 Tesla. Bon, un IRM 3 Tesla, ça fait déjà un aimant gros comme votre maison. Et les Américains ont inventé maintenant un IRM 13 Tesla et bientôt 17 Tesla, où là, l'aimant, il fait la taille de l'immeuble ici, de la faculté. Donc, c'est considérable. Et avec un IRM au-dessus de 10 Tesla, on arrive à une précision en dessous du millimètre cube. C'est quand même impressionnant. Donc voilà, l'IRM, c'est une technique qui fait beaucoup de progrès, qui est utilisée maintenant depuis quand même une petite trentaine d'années pour le diagnostic médical, mais en recherche sur le cerveau, ça fait énormément de progrès. Grâce à ces recherches, notamment à l'IRM et à l'étude de la biologie du cerveau, un certain nombre de chercheurs vont bâtir des modèles psychobiologiques de la personnalité. Ça ne veut pas dire qu'on va lire dans votre cerveau toutes les nuances de votre personnalité. Il faut être prudent, il ne faut pas surévaluer, il ne faut jamais surinterpréter. Mais ça donne des perspectives. Alors, il propose donc 2 hypothèses, c'est neurobiologiste. L'hypothèse neurobiologique, c'est que les traits du tempérament et du caractère sont modulés par un déséquilibre particulier d'un des principaux neurotransmetteurs. Ça, c'était l'hypothèse de Claude Robert Cloninger dans les années 90. Et à ce moment-là, l'IRM n'était pas très développé. Donc lui, il disait, c'est vraiment lié aux neurotransmetteurs. Il y a des gens qui sont, dirons-nous, très dopaminergiques. C'est-à-dire qu'ils sont très impulsifs, ils ont toujours envie de tout, ils ont envie de dépenser beaucoup, ils veulent se faire plaisir en permanence. On sait que la dopamine est responsable d'un certain nombre de ces comportements. Mais de là à dire que tout est lié à la dopamine, non, bien sûr. On va détailler un peu ça après. Et l'hypothèse du rôle des réseaux de neurones, donc le caractère s'écrit dans les connexions neuronales. Alors ça c'est vrai, mais on n'en est vraiment qu'au balbutiement. Il existe des réseaux de communication à courte distance, on ne va pas faire un cours d'anatomie, mais grosso modo,
Dans le lobe préfrontal, qui est très développé chez l'homme, celui qui est au-dessus du front, qui fait à peu près 30% du cerveau, chez un chien, ça fait que 5%, hein, le lobe préfrontal. Donc chez l'homme, il s'est beaucoup développé. Eh bien, vous avez des réseaux à courte distance, quelques millimètres ou 1 centimètre. Parfois, entre la partie droite et la partie gauche, 2-3 centimètres. Et puis, vous avez des réseaux qui communiquent à longue distance entre le lobe occipital ou le lobe pariétal ou temporal et le lobe frontal. Donc là, vous avez quasiment des autoroutes, des fils qui font plusieurs centimètres. Donc c'est très variable. Et là, un certain nombre de scientifiques ont bien analysé ça, notamment Thiebaud de Schotten, qui écrit un très bel article en disant que finalement, le cerveau, c'est encore un mystère, parce que c'est un ensemble très dynamique de ces connexions, d'où peuvent émerger beaucoup plus de capacités que celles qu'on peut étudier avec les régions cérébrales isolées. On va détailler un petit peu le rôle des neurotransmetteurs. Alors pour ceux qui aiment l'anatomie, hein, en bas à droite, vous avez les principales régions du cerveau en termes de lobes, c'est-à-dire ce qu'on voit à la surface. Donc en bleu, en avant du cerveau, c'est le lobe frontal, vous voyez qu'il est important. Au-dessus de la tête, c'est le pariétal, donc qui va de droite à gauche, bien sûr. Sur le côté, au niveau des oreilles et des tempes, c'est le lobe temporal, et en arrière, c'est le lobe occipital. Et quand vous avez une coupe du cerveau, vous avez un certain nombre de structures qu'on appelle des noyaux. Les noyaux, c'est des paquets de neurones qui seront responsables de la fabrication d'un certain nombre de neurotransmetteurs. On va seulement en détailler quelques-uns, il y en a une dizaine, mais on va encore détailler 4 parce qu'ils sont vraiment impliqués dans les nuances des traits de personnalité. La dopamine, c'est le contrôle moteur de l'action. Tout le monde le sait malheureusement à cause de cette maladie qui est la maladie de Parkinson, où dans une région un petit peu inférieure et postérolatérale des lobes pariétaux, la dopamine va déclencher l'envie de mettre un pied devant l'autre. Donc c'est la dopamine qui régule le contrôle moteur de l'action. Mais dans la région antérieure du cerveau, dans le circuit, ce qu'on appelle désir-récompense, la dopamine, c'est la clé chimique qui vous donne envie d'avoir envie. C'est remarquable. Quand vous avez envie de quelque chose, là, vous vous jetez sur un morceau de chocolat, eh bien, la dopamine joue un rôle. Et c'est tellement vrai que quand vous êtes crevé, vous avez une seule envie, parce que vous avez une petite fièvre, vous n'êtes pas bien, vous avez envie de vous coucher. Vous n'avez plus de dopamine. Pourquoi? Parce que les cellules immunitaires vont détruire la dopamine dans le cerveau pour vous forcer à dire oui, oui, je suis vraiment fatigué, j'ai envie d'aller me coucher. Donc vous n'avez plus envie de rien. Donc maintenant, vous savez pourquoi, quand vous n'avez plus envie de rien, il y a bien un mécanisme chimique. Elle est impliquée dans l'impulsivité, dans la prise de décision, dans le circuit désiré. La sérotonine, alors c'est compliqué la sérotonine, parce qu'il y a plein de récepteurs différents. Elle est impliquée dans l'évitement du danger, les gens un peu prudents, hein, voilà. Mais aussi dans la vision un peu négative des choses. Hein, dans le névrosisme, elle est très impliquée, le pessimisme, les gens qui ont un comportement un peu inhibé et qui ont une réactivité émotionnelle parfois démesurée, on le verra, mais là, aussi la noradrénaline. La noradrénaline, c'est un peu la clé chimique de l'excitation, mais aussi de la dépendance à la récompense. On voit ça notamment avec les jeunes, ça leur abîme le circuit de la récompense, hein, TikTok et compagnie, l'envie de consulter leur portable 2000 fois par jour. Là. Et finalement, ils ont un désir, ils ont la récompense tout de suite. Et ça, c'est très mauvais pour le cerveau. Parce que le cerveau n'a pas le temps d'apprendre quel était le chemin entre l'envie et la récompense. Il a la récompense tout de suite. Donc, il veut recommencer avec une autre. Donc, c'est très mauvais, ça l'abîme un peu. Enfin, on va pas détailler ça. Donc, l'impatience. Hein, certaines personnes ont une envie, bon, elles laissent venir les choses et puis on perçoit la récompense. Hein. On peut voir ça dans un magasin où les gens se disent « Ah, j'ai envie d'acheter ça, paf, en 2 minutes, c'est fait ». Alors que d'autres vont se balader un petit peu dans le magasin et vont revenir en disant « Oui, c'est bien cet objet-là que je veux ». La nervosité, dans l'instabilité émotionnelle, dans l'intensité de la valence émotionnelle, la noradrénaline joue. L'ocytocine, ça c'est merveilleux, en dehors du fait que les femmes connaissent l'ocytocine, parce que dans les années 30, on a découvert que c'était l'hormone qui permettait d'entraîner les contractions utérines au moment de l'accouchement, et 50 ans plus tard, une chercheuse française, d'ailleurs remarquable, a découvert que c'était libéré aussi dans le cerveau, et que ça donnait la confiance en autres. Alors, je dirais que d'un point de vue anthropologique, les anthropologues biologistes
vous disent que, notamment la femme a plus de récepteurs de l'ocytocine, ça lui permet de garder son mec à la maison. C'est un peu une... Oui, oui, c'est un peu ça d'un point de vue anthropologique. Non, c'est l'hormone de l'empathie et c'est l'hormone de confiance en autres, de la mentalisation, on en viendra. Alors au niveau des réseaux de neurones, sans faire trop compliqué, il y a 3 grands types de réseaux, c'est assez facile. Il y a le réseau central de l'exécution qui est dans le lobe frontal. C'est le circuit qui permet de contrôler votre attention. Vous faites quelque chose, vous allez faire attention à ce que vous faites. C'est le siège de la conscience, orienté vers l'extérieur, c'est-à-dire je perçois mon environnement, je sais dans quelle salle je suis. Hein. Lorsqu'on fait des tests neuropsychologiques sur des patients atteints d'Alzheimer à un stade déjà avancé, hein, et qui sont dans la salle de consultation du médecin, on demande aux patients, est-ce que vous avez monté un étage ou est-ce que vous avez pris un ascenseur pour arriver là où vous êtes? Vous voyez, avoir mémorisé. Donc ça, c'est le contrôle de l'attention. La mémoire aussi, l'exécution, la planification. Donc tout ce qui est relation à ce qu'on fait, à ce qu'on se pose par rapport à ce qu'on perçoit de l'environnement. Le réseau en mode par défaut, ça a été découvert assez récemment. Le deuxième, c'est le réseau qui permet de penser un petit peu à ce qu'on est soi-même. La mentalisation, c'est la capacité de comprendre les autres et de voir que les autres sont différents de nous, ils ont une façon de penser différente de nous. Et ce réseau en mode par défaut, il nous permet aussi de nous repérer dans le temps par rapport à ce qu'on fait soi-même. C'est la mémoire autobiographique. Alors, ce qui est curieux, c'est que ce réseau en mode par défaut, il fonctionne en permanence, notamment quand vous gambergez. Vous êtes en train d'attendre un train, là, vous ne pensez à rien du tout, c'est-à-dire vous ne pensez pas à ce que vous avez fait, ni à ce que vous allez faire, ni à une personne que vous aimez, le cerveau gamberge, et hop, c'est le cerveau par défaut qui s'allume. Et là, vous pouvez penser d'un seul coup à une image de vos vacances il y a 2 ans, ou... voilà. Et c'est très important parce que ça permet de connecter des circuits entre eux. Le troisième réseau, c'est le réseau ventral de l'attention, le réseau de la science. C'est être attentif aux stimuli attentionnels, aux stimuli sensoriels, et c'est très important pour communiquer avec les autres. Donc ceux qui ont un circuit de la science qui fonctionne très bien, je vais donner 2 exemples, ils sont dans la forêt, ils vont être beaucoup plus sensibles au bruit des oiseaux, ou au bruit des feuilles, ou à la façon dont ils perçoivent un certain plaisir à se balader en forêt par rapport à d'autres. Ou bien, quand ils vont parler à leurs voisins et leurs amis, ils vont sentir cette communication interpersonnelle beaucoup plus forte. Ils ont une interaction sociale plus riche et une réponse émotionnelle plus riche. Réseau de la science. Alors, on a vu que tout à l'heure, le caractère, c'est le tempérament qui va être façonné par tout le vécu, donc l'éducation parentale, l'éducation scolaire, les relations avec les autres chez l'adulte. Donc évidemment, il dépend aussi, on l'a dit, de tous les facteurs d'environnement liés à la grossesse, donc le développement des connexions, etc. Ensuite, la relation parentale, l'environnement familial, c'est important. L'éducation, la notion de renforcement positif et négatif, c'est-à-dire apprendre à son enfant à avoir des limites. Quand il fait quelque chose de bien, tout de suite lui montrer et lui donner une récompense valable. Pas lui dire, allez, c'est bien, tu pourras recommencer. Non, une récompense bien positive. Quand il fait quelque chose de mal, il faut manier le bâton. Donc la carotte et le bâton, ça marche dans l'éducation, mais avec des limites. Après, dans la relation parentale, attention aux mères hyperprotectrices, ça fabrique des narcissiques, on en reparlera, narcissiques tout à l'heure, même si ce n'est pas un des traits de personnalité. J'ai voulu le mettre dans mon livre parce que quand on voit les hommes politiques, comment ils se comportent, hein, il valait mieux illustrer le narcissisme. Mais donc la mère hyperprotectrice qui va toujours dire à son gamin, tu es le meilleur, tu es le plus beau, tout ce que tu fais c'est beau, que évidemment, il va être très égocentrique, très arrogant, très sûr de lui. Donc il faut des nuances. Il ne faut pas non plus une mère trop froide, parce que là, ça va créer plutôt des nuances d'introversion, voire même des nuances qui vont empêcher le développement correct, la maturation correcte à l'adolescence du cerveau émotionnel. Donc c'est pas bon. Donc il y a l'environnement social qui joue, les relations scolaires, les amis, les relations professionnelles, les relations de loisirs. Il y a l'influence de la culture sociétale. Un certain psychologue considère que
donc nous-mêmes, un peu les baby-boomers, où on était beaucoup plus extravertis que la génération des années 90, qui était beaucoup plus anxieuse, puisqu'ils sont arrivés dans une période où pour trouver un emploi, c'était plus difficile, etc. Donc il y a tout un tas de facteurs qui jouent là-dedans. Il y a l'influence du genre, on y reviendra. Hein, les femmes, souvent, on observe chez les femmes beaucoup plus de nuances de l'amabilité et de l'agréabilité. Et chez les hommes, plus de nuances d'ouverture. Donc il y a peut-être une influence du genre, de la façon dont on éduque les enfants, etc. Influence de l'âge. Normalement, les traits du tempérament ne bougent pas, mais puis ils peuvent subir des modifications par le caractère tout au long de la vie. Et en vieillissant, eh bien, on devient un petit peu plus social, on devient souvent plus consciencieux, sauf dans les derniers mois de la vie où on se fout un peu de tout. Bon. Mais sinon, on devient un petit peu plus consciencieux en vieillissant. Alors, je ne vais pas en parler, j'en parle un peu dans mon livre. Il y a aussi l'effet du microbiote et l'effet de la pollution. Le microbiote, c'est très à la mode. Hein. Ça peut envoyer des substances chimiques qui sont apparentées aux neurotransmetteurs et qui peuvent influencer le fonctionnement du cerveau. Alors, je ne parlerai pas de traits pathologiques de la personnalité. Hein. Là, on est bien dans des traits physiologiques. Les traits pathologiques, alors le narcissisme n'est pas vraiment un trait pathologique, parce que 3% de la population est narcissique. Si le narcissisme n'empêche pas la personne de vivre et ne lui permet pas des actes délictueux tous les jours, bon, c'est l'exagération d'une extraversion, en quelque sorte, et l'extraversion parfois trop exagérée, ou parfois le névrosisme un peu exagéré, donne les narcissiques, on en reviendra. La névrose, c'est à peu près 3-4% de la population. Là, c'est vraiment une pathologie, ça doit être pris en charge. La paranoïa, n'en parlons pas, et le comportement antisocial. Donc, tous ces traits pathologiques, ça fait à peu près 10% de la population qui doivent être soumis à un suivi psychiatrique. Alors, on va balayer ces différents traits. Albert Einstein, qui était un homme très ouvert. Alors, j'ai pris des exemples dans mon livre de personnalité. Ça ne veut pas dire que ces gens-là avaient toutes les nuances de ce trait-là, mais on avait beaucoup. Donc, Albert Einstein et Léonard de Vinci. Et Einstein écrivait « Le succès vient de la curiosité, de la concentration, de la persévérance et de l'autocritique ». C'est évidemment les nuances qu'il avait. Donc, c'est des personnes très curieuses, attentives, imaginatives, prêtes à tenter de nouvelles expériences en permanence, réactives aux émotions positives, tolérantes face à la diversité de ce qui les entoure. Il y a deux dimensions, il y a l'ouverture et l'intellectualité. Alors, dans les gens ouverts, les psychiatres rangent les HPI, hein, ce qu'on appelle le haut pouvoir intellectuel, les HPI. Ils ne sont pas forcément bons à l'école, mais ils sont très intelligents. Bah oui, parce que pour être bon à l'école, il faut être consciencieux. Et eux, ils sont un petit peu bohèmes, donc ils n'apprennent pas forcément leurs leçons, mais ils sont très intelligents. Alors justement, il y a un psychologue dont le nom est très difficile, Csikszentmihalyi, qui a décrit, qui a analysé la structure mentale de 90 génies, dont 15 prix Nobel. Et il a regardé qu'ils avaient tous la curiosité, l'impulsivité, la capacité d'abstraction. Alors, soit ils sont très abstractifs comme Albert Einstein, soit ils sont très créatifs comme Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, peinture, de la sculpture, des dessins, hein, mais il n'a pas inventé de grandes équations. Donc, il était un peu moins abstrait, mais beaucoup plus créatif. Pensée divergente et pensée convergente. Alors, la pensée divergente qu'ont ces gens-là, on pense que c'est probablement lié à une hyperconnectivité d'un certain nombre de structures du cerveau. Enfin, ce n'est qu'une hypothèse. Pensée divergente, ils peuvent avoir plein d'idées qui leur remontent à la fois. Et puis après, ils font le tri et ils sortent « Eureka, j'ai trouvé ». C'est ça, les génies. Donc, une pensée divergente et une pensée convergente. Ils sont curieux, parfois très impulsifs aussi. Alors, que fait la biologie là-dedans ? Il y a probablement un déséquilibre de l'activité de la dopamine dans le contrôle de l'action. Il y a un défaut de filtrage de la régulation de l'impulsivité. Peu importe le mécanisme, en gros, quand vous décidez d'une action, le cerveau frontal qui va dire « je vais faire ce que j'ai envie de faire », mais très rapidement, en quelques millisecondes, il interroge un filtre qui s'appelle le striatum, et le striatum demande à l'amygdale. L'amygdale, ça va vous dire attention, c'est dangereux, ou attention, c'est pas dangereux, tu peux y aller. Bon, c'est quand même important d'attendre la réponse de l'amygdale.
Bah, chez eux, ils attendent, le cerveau n'attend même pas la réponse de l'amygdale, ils foncent. D'accord? Donc c'est l'impulsivité. Mais la dopamine a un effet intéressant chez eux, très ouvert, ils ont envie d'explorer tout. C'est des gens qui ont envie de voyager partout, qui ne sont pas tranquilles en restant chez eux, etc. Il y a probablement des libérations par à-coup de la dopamine dans certains territoires qui va expliquer une prise de décision rapide et parfois impulsive. Il y a une activation rapide du circuit de la récompense. Ils veulent percevoir la récompense d'une envie très rapidement, ce qui va renforcer la curiosité et la motivation à toujours rechercher quelque chose de nouveau. Donc d'un point de vue biologique, certains observent qu'il y a une densité très forte des neurones à dopamine dans le lobe préfrontal, ce qui va expliquer en partie la capacité d'abstraction. Est-ce qu'il y a une densité de connexion particulière? Vous savez, la densité de connexion avec l'IRM de tractographie que je vous ai montré tout à l'heure, on arrive à voir à peu près maintenant 3 ou 4 000 fils, 3 000 en équivalent kilomètres, mais il y en a 100 000 kilomètres, donc on est loin d'expliquer tout. Mais ce sont des hypothèses. La conscienciosité. Alors, le monsieur là, bon, probablement vous ne le reconnaissez pas, est-ce que certains d'entre eux le reconnaissent? Bien, bien, madame, c'est Gustave Eiffel, oui, que j'ai pris comme modèle, qui représentait, il avait beaucoup de nuances de la conscienciosité. Sérieux, compétent, toujours à l'heure, ordonné, prudent, discipliné. Sens profond de l'engagement. Quand ils ont décidé de faire quelque chose, ils vont à fond. Ils ne se laissent pas distraire et ils procrastinent jamais. Alors ça, c'est intéressant parce que j'ai mis dans le livre, il y a un chercheur qui explique pourquoi les consciencieux procrastinent jamais. Il a essayé de trouver un petit endroit dans le cerveau qui pourrait expliquer ça. Ils contrôlent bien leurs émotions, ils sont des très bons élèves à l'école, ils prennent soin de leur santé, ils veulent réussir, ils sont perfectionnistes. Ils ne sont pas toujours drôles, mais ils sont perfectionnistes. Alors chez eux, c'est le réseau central, parmi les 3 réseaux qu'on a vus tout à l'heure, le réseau central exécutif qui est vraiment le maître. C'est ce qu'on appelle, ils ont un fonctionnement top-down de leur cerveau. C'est-à-dire, peu importe ce qui les distrait, une nouvelle odeur qui arrive dans une pièce, ils foncent parce que le cerveau de la volonté a dit tu fais ça et tu ne fais pas autre chose. Certains neurobiologistes ont même mis en hypothèse qu'il y avait un circuit de l'objectif prioritaire dans leur cerveau. Vous voyez un peu. Donc ils ont un contrôle exécutif fort. Probablement, le cortex préfrontal latéral gauche est un peu plus gros chez eux, mais là, ça reste vraiment être très, très, très prudent là-dessus. Ils sont peu distraits. Alors là, très intéressant, par des techniques d'étude des fluctuations dynamiques entre les réseaux, c'est une technique dérivée de l'imagerie qui est très compliquée, ils permettent d'observer quand même que le réseau central exécutif communique peu avec les autres réseaux. C'est-à-dire, il fait son truc tout seul. Et par contre, ça peut être un avantage, notamment quand ils arrivent à la vieillesse, ces gens-là. Ils résistent très bien au déclin cognitif. Ils résistent bien au déclin cognitif parce qu'ils ont une densité élevée dans le lobe frontal. Or, le lobe frontal, c'est celui qui dégénère le plus dans les maladies que vous connaissez, notamment Alzheimer. Les extravertis. Alors là, il y a un livre qui est très très bien, que je vous conseille. C'est le livre de Susan Cain, La force des discrets. Alors, j'en tire une des phrases. Pour réussir, il est bon d'être sociable, énergique, dynamique et dominant. Hein, vous dites ça à un jeune homme politique qui a envie d'être président déjà à 25 ans, il va dire qu'il est d'accord. Donc, c'est des personnes lumineuses, actives. Bon, là, je donne des nuances. Ça ne veut pas dire que tous les gens extravertis possèdent ces nuances. Expriment facilement leurs émotions, aiment le contact, apprécient les signes de reconnaissance et d'attention. Elles libèrent une énergie psychique tournée vers l'extérieur, sociale, enthousiaste, beaucoup d'assurance, souvent bavarde. Alors attention, parce que là, vous pourrez reconnaître certains hommes politiques, sinon je vous donnerai des noms. Leur intérêt et leur enthousiasme pour les autres est souvent superficiel. Mais oui, parce que ce qu'elles aiment, c'est l'image qu'on leur renvoie d'elles-mêmes. Donc, elles aiment être très affriolantes pour que l'autre leur dise vous êtes parfait, vous dites que des belles choses. Voilà, c'est ça qui est bien. Elles ont besoin d'être mises en valeur et d'attirer l'attention des autres. Alors, il y a des nuances variables, hein, l'assurance et l'enthousiasme. Alors, il y a des extravertis qui sont très enthousiastes, mais pas trop sûrs d'eux.
Donc ceux-là, ils ne vont pas forcément chercher à se faire bien voir à n'importe quel moment de leur existence. Mais il y en a d'autres qui, au contraire, aiment beaucoup la mise en valeur. Eh bien, les psychologues ont montré que 70% des acteurs, des chanteurs, des influenceurs, des hommes politiques et des hommes du monde des affaires et des entreprises possèdent ce trait d'extraversion. Alors, d'un point de vue explication biologique, alors d'abord, il y a deux types d'extravertis, ce que je disais un petit peu. Ceux qui ont ce qu'on appelle en psychologie l'extraversion agentique, c'est-à-dire ils sont très dominants par rapport aux autres. Le fait d'entrer en contact avec les autres, de communiquer beaucoup avec les autres, c'est pour se mettre en valeur. C'est ça l'extraversion agentique. C'est probablement lié aussi à l'effet de la dopamine dans un réseau, peu importe. Ils peuvent être parfois même narcissiques. Et l'extraversion affective, qui est une nuance finalement qu'on aime bien dans l'extraversion, c'est vraiment le plaisir, le ressenti d'émotion d'être avec les autres. Donc c'est un peu similaire à l'agréabilité ou l'empathie. Peut-être que les extravertis sont un peu désinhibés. Parce que quand un médecin dit que quelqu'un est désinhibé, c'est que le lobe frontal, finalement, ne joue plus complètement son rôle d'inhibition du contrôle de ce qu'on fait, et c'est probablement lié à une baisse du taux de glutamate. Glutamate, c'est un neurotransmetteur dans le cortex préfrontal. Donc il y a un petit peu moins de glutamate dans certaines structures, ils sont un peu plus désinhibés. En plus, il y a une activation forte des connexions avec l'amygdale, le centre des émotions dans le cerveau. Ils expriment avec une valence, c'est-à-dire une émotion extrêmement manifeste, leurs émotions, leur joie. Très enthousiaste. L'agréabilité, j'ai mis dans mon livre Mère Teresa comme exemple, c'était un petit peu pour illustrer. Mais je ne la connais pas, je ne l'ai pas connue personnellement, évidemment, bien sûr. J'ai lu un certain nombre d'ouvrages sur cette personne. Aimable, sincère et franche, elles expriment des qualités naturelles de sympathie, de chaleur humaine et d'empathie. Elles sont très altruistes et coopératives. Alors, très important, elles sont attentives aux besoins des autres et elles comprennent les intentions et les sentiments des autres. Alors, on peut mesurer ça par un test neuropsychologique qui s'appelle RMET, donc Reading the Mind by Eye Test. Donc, on présente aux gens des figures de visage qui expriment des émotions différentes et on leur demande ce qu'elles en pensent. Et ces gens-là arrivent à en déduire l'état émotionnel de l'autre personne. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Il y a deux facettes dans ce trait. La compassion, ces personnes délicates, très portées aux autres, et la politesse, gentille, aimable et sympathique. On rêve d'avoir beaucoup de traits, de nuances de ce trait-là. Alors, figurez-vous, ça va plaire aux femmes, et il y en a beaucoup ici, bah, tant mieux, mais ça a été démontré, hein. Ce n'est pas moi qui l'invente, des nuances d'agréabilité plus marquées chez les femmes, score plus élevé si on fait un test de mesure des nuances des traits de la personnalité chez les gens. Statistiquement, on retrouve plus de nuances positives d'agréabilité chez les femmes. Après, certains chercheurs ont dit oui, elles ont une petite région du cerveau qui est derrière le lobe frontal, qui s'appelle la pars opercularis, qui est un petit peu plus grosse chez elles, et c'est corrélé à un score plus élevé d'empathie. Alors, à propos des hommes qui ont moins de traits d'agréabilité, on pourrait dire, est-ce qu'il y a une base biologique? Il y a probablement quand même une base biologique un peu décrite, c'est que la testostérone dans le fœtus masculin va réduire la densité des connexions de ce cerveau social, c'est-à-dire le cerveau frontal lié au cortex singulaire, c'est-à-dire le cerveau de l'empathie. Et en plus, la testostérone diminue l'expression des récepteurs de l'ocytocine. Donc c'est naturellement que la femme a plus de récepteurs de l'ocytocine dans le cerveau. Donc forcément, elle aura une tendance à faire plus confiance aux autres et être plus empathique que les hommes. Certains chercheurs disent qu'il y aurait même un réseau de l'empathie entre le cortex singulaire, qui permet de distinguer l'empathie cognitive, et l'insula, une petite structure du cerveau des émotions. Alors l'empathie cognitive, c'est comprendre la douleur ou le bonheur des autres, tandis que l'empathie affective, c'est vraiment la partager. C'est vraiment la partager. On pourrait prendre l'exemple, vous voyez quelqu'un qui fait la manche, vous allez lui faire un beau sourire,
et puis ça va durer 2 secondes. Ça, c'est l'empathie cognitive. Ou bien vous allez lui approcher de lui dire quelques mots, lui mettre une petite pièce. Vous comprenez beaucoup mieux son état, c'est l'empathie affective. Et là, l'ocytocine joue un rôle favorable dans ces nuances de ce trait. Dernier, alors là vous avez reconnu, oui bien sûr, Charles Baudelaire, le névrosisme. Alors le Dalai Lama écrit, lui il n'est pas du tout névrotique, le Dalai Lama, on peut surmonter les forces des émotions négatives comme la colère et la haine en cultivant leurs contre-forces comme l'amour et la compassion. Donc les personnes qui ont ce trait de névrosisme, moi je préfère le terme instabilité émotionnelle, parce que névrosisme ça fait penser à névrose, on va dire ça y est, il faut aller voir le psy, non. Souvent tristes et réservées, elles expriment facilement de l'anxiété, parfois des sautes d'humeur et de colère, forte instabilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'elles partent très vite dans un état de colère. Elles sont parfois pessimistes, se sentent coupables, bref, elles se sous-estiment. Elles sont très sensibles aux stimuli négatifs et menaçants de l'environnement. Donc, elles ont du mal à s'adapter dans l'urgence. Elles sont même parfois inhibées quand elles doivent réagir face à un événement qu'elles n'avaient pas anticipé. Il y a 2 composantes. Il y a le refoulement, le comportement d'évitement. Il faut éviter les situations qu'elles connaissent et qui procurent un danger dont émotionnellement elles n'arrivent pas à prendre en charge parce que l'émotion a une valence beaucoup trop forte, beaucoup trop intense, donc ça les inhibe. Et elles sont instables au niveau de leur réponse émotionnelle. Elles s'emportent très vite. C'est la volatilité émotionnelle. Chez les névrotiques, qu'est-ce qu'on observe d'un point de vue hypothèse neurobiologique, neuroimagerie? Eh bien, lorsqu'un danger correspond à une issue incertaine, normalement, le signal de danger est envoyé au cerveau des émotions, c'est le centre d'alerte, l'amygdale du cerveau, et l'amygdale envoie un signal de valence et d'intensité à l'hypothalamus. C'est-à-dire elle va envoyer un signal à l'hypothalamus en disant « Oh là là, ça va entraîner une émotion très forte » ou au contraire « Non, non, on va entraîner une émotion faible. » D'accord? Alors, ce signal a été identifié, on sait comment ça fonctionne. C'est une petite partie de l'amygdale qu'on appelle la strie terminale qui envoie le signal à l'hypothalamus. Ça veut dire que chez les gens qui ont ces nuances de névrosisme, eh bien, quand ils ont peur, ils vont transpirer beaucoup, leur cœur va s'accélérer beaucoup, parfois même ça va déclencher la diarrhée ou l'envie de faire pipi, parce qu'il y a cette traduction émotionnelle à l'hypothalamus, parce que c'est l'hypothalamus qui agit sur les organes, qui est trop forte. Et ils ne peuvent absolument pas mentir lors des tests utilisés par les criminologues là, pour mesurer la sueur au bout des doigts pour voir s'ils mentent ou pas. Eux c'est des très mauvais élèves pour ça. Donc réponse stressante de forte intensité. Alors, je termine par le narcissisme qui n'est pas... Mais oui, non, mais après, on va commenter ces visages, évidemment. Mais je ne fais aucune interprétation. Je parle du narcissisme parce que c'est une exagération de l'extraversion. Et d'abord, regardons ce que Antoine de Saint-Exupéry disait, le pouvoir, parce que évidemment, le narcissisme correspond à beaucoup d'hommes de pouvoir. Le pouvoir, s'il est amour de la domination, je le juge ambition stupide. Mais si l'état créateur existe de création, alors le pouvoir, je le célèbre. C'est bien fait, bien dit. Donc, l'exagération de traits de personnalité qui vont altérer le comportement et les relations sociales. Alors, en dehors du narcissisme, je l'avais dit tout à l'heure, je ne parle pas des troubles de personnalité qui sont la névrose, la paranoïa, mais le narcissisme, c'est 3%. Mais ce n'est pas un trouble de la personnalité éminemment pathologique. La preuve, les hommes politiques, il y en a quelques-uns qui vont en prison, mais ils ne vont pas tous chez le psychiatre, forcément. Donc. Alors, ce trait exagère l'extraversion. Alors, tant que ça exagère l'extraversion, c'est bien. Moi, je dirais que c'est un petit peu Chirac, quoi, qui aimait bien, on voyait au salon de l'agriculture, il était très enthousiaste, il était bien avec tout le monde. C'est vraiment le trait d'extraversion.
Alors après, si ce trait d'extraversion devient un trait très dominant, on a ce qu'on appelle le narcissisme grandiose. Ouvert, immodeste, dominant, pas franc du tout, mégalomane, pas de chaleur humaine ni d'empathie. Alors, ce narcissisme dominant se voit un petit peu dans l'expression du visage de certaines personnes, dont j'ai mis 3 exemples ici en bas. Vous voyez, je parle de Napoléon dans mon livre, hein. Je ne prends pas trop de risques. Je parle de Napoléon, évidemment. Vous voyez qu'ils ont quand même une expression de visage un peu identique. Et vous avez le narcissisme vulnérable. Alors, c'est susceptible, anxieux, toujours peur qu'on va les empoisonner, ou toujours peur qu'ils vont mourir, etc. Vous ne connaissez pas un homme politique qui est narcissique vulnérable, dont on entend beaucoup parler en ce moment? Envieux, sensible aux échecs, il n'est pas franchement extraverti, Poutine. Sensible aux critiques d'autrui, perception de supériorité permanente. Là, ils ont ça avec le narcissisme grandiose, mais il y a un trait de vulnérabilité en plus. Voilà les hommes et les femmes de pouvoir. Alors chez les femmes, le narcissisme se traduit surtout par l'envie d'être célèbre. C'est les chanteuses, les actrices de cinéma, etc. En politique, il y en a aussi. Enfin, bon, il ne faudrait pas dépasser le cadre de mon exposé. Donc, en conclusion, j'espère que vous vous souviendrez de la grande diversité des nuances qui correspondent aux traits de personnalité, que la neurobiologie, la neuroimagerie essayent de fouiller cela avec l'existence de connexions bien particulières dans certaines structures du cerveau pour expliquer ces traits du caractère, qui sont traits du tempérament, qui sont modulés par les conditions de vie. Et finalement, actuellement, et ça se voit beaucoup dans les publications actuelles, les psychologues et les spécialistes de l'imagerie travaillent en collaboration. Voilà, pour proposer des modèles psychobiologiques qui restent très approximatifs, mais la science avance. Donc je vous remercie. Donc j'ai écrit ça effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure dans Biologie de la personnalité. Et puis il y a un peu moins de 10 ans, j'avais écrit déjà un livre sur le cerveau, parce que j'adore le cerveau, avec différentes structures et différents territoires qui expliquent déjà comment ça fonctionne. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Quelles seront les prochaines découvertes? Jusqu'où ça va aller en fait? Oui, alors, quelles seraient les prochaines découvertes, je suppose, pour l'IRM surtout? Pour la découverte sur le fonctionnement du cerveau. Fonctionnement du cerveau. Alors, on n'arrive pas, comme je le disais, il faut être prudent, on n'arrive pas à lire en permanence et en temps réel ce qui se passe dans le cerveau. Pour donner une idée, l'IRM fonctionnel, par exemple, si on demande à une personne qui a plutôt un trait de névrosisme, on va lui montrer un visage de quelqu'un qui est en état de peur, donc elle va avoir un déclenchement de ses émotions. Mais l'image qu'on aura du fonctionnement des influx dans le cerveau, on va capter l'image en quelques secondes. Donc ça, c'est un gros défaut de l'IRM. On n'arrive pas à voir ce qui se passe immédiatement, en moins d'une seconde. Sinon, il faut utiliser d'autres techniques. Alors, l'avantage de l'IRM qui va décrire les fils, là, c'est qu'on arrive à être de plus en plus précis. Je donnerai juste un exemple médical, parce que là, c'est vraiment une application médicale qui existe depuis 2 ans. Actuellement, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, jusqu'ici, c'était éminemment les tests neuropsychologiques, et puis aussi doser un certain nombre de marqueurs du cerveau, des espèces de déchets qui s'accumulent dans le cerveau. Eh bien maintenant, systématiquement, on mesure le volume de l'hippocampe. Et s'il y a une baisse du volume de l'hippocampe, qui est un gros centre de la mémoire, s'il y a une baisse de volume supérieure à 3%, on est sûr, 95%, que c'est la maladie d'Alzheimer qui se déclenche. Donc là, c'est une preuve irréfutable que grâce aux outils actuels, on peut mesurer le volume de l'hippocampe. C'est pas gros, hein, l'hippocampe, c'est la taille d'un morceau de sucre. Donc on peut mesurer une petite variation de volume qui correspond à une atrophie. Alors après, pour répondre à votre question, il y a un projet qui s'appelle le projet Connecto au niveau mondial, qui met en réseau des chercheurs qui étudient par IRM en tractographie des images de milliers et de milliers de personnes. Donc là, s'ils s'intéressent au tempérament et caractère, ils vont choisir des gens qui ont des nuances de caractère différentes pour essayer d'approfondir qu'est-ce qui se passe dans certains territoires, dans certains réseaux, etc. C'est ce que j'ai un petit peu entrevu ici. Pour l'instant,
C'est la seule façon de faire. Après, vous verrez sur Internet ou dans des données qu'il peut y avoir des interfaces cerveau-machine, etc. Maintenant, ils ont fait des expériences en connectant des cultures de neurones de rats avec des microprocesseurs. On arrive à expliquer le fonctionnement d'une centaine ou d'un millier de connexions. Hein. Nous, on en a 4000 milliards, donc on est loin d'expliquer tout ce qui fonctionne. Oui. J'ai deux petites questions. Est-ce qu'on aurait intérêt en vieillissant à prendre des médicaments à base de dopamine, des compléments alimentaires? Est-ce que ça existe? Ça, c'est la première. Et la deuxième, au niveau des amygdales, qui je vois jouer un très grand rôle, à une époque, dans les années 90, pour les enfants qui faisaient des maladies, non, c'est les amygdales du cerveau, là. Alors, l'amygdale, c'est une petite structure qui a à peu près la taille d'un gros pois chiche, située dans le lobe temporal, et qui est responsable de l'envoi de signaux d'alerte. Par exemple, vous êtes au bord d'un précipice, finalement, vous ne vous jetez pas, il y a une décharge de noradrénaline, vous êtes complètement inhibé, ou bien au contraire, vous allez louper votre train, et ça va vous donner l'envie de courir plus vite, c'est l'alerte. Alors, pour la question chimique, on me la pose à chaque fois, alors la L-Dopa, c'est le traitement de la maladie de Parkinson. On donne de la L-Dopa parce que la dopamine ne passe pas dans le cerveau. Vous pouvez manger 1 kilo de dopamine, il ne se passera rien. La dopamine ne passe pas dans la barrière entre le sang et le cerveau. Vous pouvez prendre de la L-Dopa. Chez quelqu'un de normal, ça ne changera rien parce que le cerveau va dire j'en ai pas besoin, j'en fabrique déjà. Par contre, chez un Parkinsonien où il y a un défaut de dopamine, oui, évidemment, ça peut corriger, notamment la difficulté à démarrer les mouvements, qui est très bien corrigée par la L-Dopa chez les Parkinsoniens. Mais sinon, le cerveau, à part certaines drogues dures, certaines drogues de synthèse ou la cocaïne, ça fait partie des cas exceptionnels de molécules très rares qui arrivent à pénétrer la barrière entre le sang et le cerveau, sinon il y a très peu de molécules chimiques qui passent dans le cerveau. Oui. Oui, alors évidemment, j'en parle pas ici. Oui. Alors, il y a énormément de recherches sur les troubles du spectre autistique et évidemment l'IRM, que ce soit l'IRM fonctionnel ou l'IRM par tractographie, fait aussi des progrès. Il y a aussi des progrès génétiques, mais c'est compliqué parce qu'on a des milliers de variants génétiques qui influencent le fonctionnement des réseaux de connexion, mais bien sûr, il y a des progrès actuellement en ce sens. Deux petites questions qui sortent un petit peu du concept. La première, c'est est-ce qu'on a chez les serial killers défini des personnalités préfondément? Et la deuxième, c'est un peu la même question, mais est-ce qu'il y a une compatibilité de très personnalité par rapport à l'évolution du couple? Alors la deuxième question, je pense que je ne pourrais pas trop répondre. La première, j'en parle un petit peu dans le livre, notamment au niveau des facteurs qui vont influencer les traits de la personnalité chez l'enfance. Donc j'évoque un peu Adolf Hitler, etc. Bon, personnalités qui sont devenues psychopathologiques parce qu'il y avait probablement des traits de tempérament qui favorisaient certains traits, mais ont été absolument abîmés, c'est-à-dire il y a un défaut de maturation d'un certain nombre de structures, ça on sait ça dans les personnalités, alors peut-être pas tous les serial killers, mais un certain nombre de serial killers sont des personnalités antisociales, donc le cerveau social, le cerveau de l'empathie, le cerveau de la mentalisation, c'est-à-dire déjà se mettre à la place de l'autre, est très très peu développé chez eux, parce qu'il y a eu des agressions pendant l'enfance, il y a eu une éducation complètement dévoyée qui n'était pas positive, et donc c'est là qu'on voit qu'il y a des influences extrêmement fortes de l'éducation parentale, de l'éducation des proches, sur la maturation des traits de caractère chez l'homme. Donc, ça répond partiellement à votre question. Ce que vous venez de dire, est-ce que c'est toujours comme ça? Ou est-ce qu'il y a des sujets qui arrivent, malgré une enfance un peu catastrophique, à retourner vers un comportement plus ordinaire? Après, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle le comportement ordinaire. Par exemple, moi je décris un petit peu Napoléon, qui était un narcissique vulnérable,
qui quand même a beaucoup souffert du fait que sa mère préférait son frère à lui. Donc il en a beaucoup souffert, il a eu des relations sentimentales quand même très compliquées. Mais en même temps, il avait un trait d'ouverture tel qu'il a fait plein de belles choses. Après, il faut regarder dans la façon dont les gens utilisent les nuances de traits de personnalité, ils peuvent en tirer des éléments positifs et d'autres éléments plus négatifs. Alors, j'ai pas voulu parler de Beethoven, mais la personnalité de Beethoven est intéressante également, où il avait cette espèce de forme d'impulsivité qui lui permettait aussi de créer, mais qui en même temps était assez névrotique. Il avait des périodes de sa vie où il était très déprimé, etc. Donc, c'est compliqué. Là, c'est plus de vraiment s'adresser à un vrai psychologue. Je ne suis pas... Est-ce que ça peut expliquer dans les cas d'AVC ischémique ou hémorragique, des hématomes de Strasbourg, des changements de personnalité après dû aux compressions Oui, alors effectivement, là, on sait... Alors, il n'y a pas beaucoup d'IRM volumétriques qui sont faits après l'AVC parce qu'il peut y avoir des phénomènes de cicatrisation ou des phénomènes de compensation. C'est-à-dire que quand un circuit est dégradé par un AVC, souvent, c'est les circuits moteurs. Parce que les circuits relatifs aux traits de personnalité, ça va utiliser des régions extrêmement différentes du cerveau. Donc, il faudrait vraiment avoir un AVC extrêmement puissant pour perdre tout contact avec les autres. Ça arrive, hein, des AVC très puissants où les gens sont assis dans leur fauteuil, ils arrivent à peine à communiquer, donc ça peut arriver. Mais souvent, ça va toucher une grosse artère qu'on appelle l'artère sylvienne, donc ça va toucher les régions motrices, les régions pariétales, et pas tellement le lobe frontal. Donc ça dépend des régions. Est-ce que l'absence d'émotivité peut résulter d'un dysfonctionnement de l'amygdale? Oui, c'est-à-dire que certains chercheurs disent que la maturation du circuit émotionnel est très importante. Il y a des observations qui ont montré que des adolescents très froids, qui auront tendance finalement à... Ils ont beaucoup de mal à avoir des relations sentimentales, mais ils sont extrêmement cassants avec leurs copains, etc. Eh bien, c'est lié probablement à une difficulté relationnelle, soit avec le père, soit avec la mère, qui fait qu'ils n'ont pas eu d'image positive, d'image interprétée positivement de ce que c'est qu'une relation empathique ou sympathique correcte avec une expression émotionnelle. Voilà. Si, ça joue bien sûr. et c'est réparable. Il faudrait demander à Adolf Hitler si à 30 ans il aurait pu, parce que son père le battait, etc. Bon, enfin, Des gens plus ordinaires, des enfants qu'on a qui étaient un peu comme ça. ça c'est du domaine de la psychiatrie, je ne pourrais pas vous répondre. Probablement des psychiatres pourraient vous dire oui, avec des thérapies comportementales, on peut corriger ça, mais bon, je ne suis pas compétent. Il y avait un livre qui s'était écrit, je ne sais plus par qui disait si Adolf Hitler avait réussi son concours d'entrée à l'école de peinture à Vienne. de Beaux-Arts. Oui. Pour changer un peu. Et quel rôle peuvent avoir les hormones thyroïdiennes? Alors, les hormones thyroïdiennes, c'est une bonne question. Les hormones thyroïdiennes ne jouent pas directement sur la fabrication de ces neurotransmetteurs. Mais par contre, est-ce qu'elles peuvent jouer sur, en ralentissant finalement, en entraînant un trouble du rythme cardiaque qui va modifier la perfusion correcte du cerveau et qui peut entraîner une certaine forme d'apathie ou d'hypotonie chez les hypothyroïdiens notamment. Enfin, il faut vraiment arriver à une hypothyroïdie déjà sévère hein, pour voir ça. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Alors après, l'hyperthyroïdie va générer un petit peu de suractivité, mais ça ne modifie pas les traits de caractère. Ne me faites pas dire que tous les hyperthyroïdiens sont impulsifs, ce qui est faux. Comment situe-t-on justement par rapport à ce qui se passe dans le cerveau, la bipolarité? Bon, écoutez, là, vous passez en revue toutes les pathologies. Non, il faut demander à un conférencier spécialiste de ce domaine, ce que je me suis dit. Vous dites que les molécules chimiques ne peuvent pas entrer dans le cerveau. La plupart. On peut traiter des maladies du cerveau comme une tumeur, par exemple, s'il n'y a pas de chimie possible. Oui, bonne question. Alors, moi, je parlais de la plupart des molécules chimiques naturelles, évidemment. Là, vous parlez de traitements médicamenteux qui vont passer par le sang. Et vous savez que quand on utilise, notamment dans
dans le traitement des méningios, le traitement des tumeurs cérébrales graves. Le gros problème des phases 3 de ces médicaments, c'est de faire un médicament qui passera la barrière sans cerveau, c'est difficile. Ou au moins qui arrive dans les petits capillaires du cerveau. C'est la difficulté. Et alors, dans la maladie de Parkinson, Oui. la dopamine, ça, Oui. elle rentre dans le cerveau ou... Non, c'est la L-Dopa, on donne de la L-Dopa. Alors c'est le premier traitement qu'on donne. Quand la L-Dopa, elle passe la barrière. Elle arrive dans les neurones et elle est transformée en dopamine par les cellules gliales. Alors, il faudrait rajouter quand même quelque chose sur la maladie de Parkinson, c'est que depuis une dizaine d'années, on peut remplacer la L-Dopa par un autre médicament qui va activer les récepteurs de la dopamine. Et quand les neurologues donnent ce médicament à leurs patients, souvent l'épouse est à côté, et on dit à l'épouse, attention, parce qu'il pourrait se mettre à dépenser un peu plus, ou il pourrait être plus intéressé par la voisine. Je rigole. Non, mais c'est vrai, c'est le facteur de risque, ce qui montre bien que la dopamine joue un rôle dans le circuit du désir. Mais heureusement, c'est des effets secondaires rares, hein, je vous rassure. Mais c'est intéressant de savoir ça. Oui. Alors, les antidépresseurs, j'en parle un peu dans le livre, évidemment, ça joue sur le taux de sérotonine. Hein. Souvent, c'est des inhibiteurs de recapture de la sérotonine ou de noradrénaline. Donc, effectivement, ça va diminuer la valence des émotions négatives. Donc, ça joue, ça traite assez bien un certain nombre de symptômes dépressifs, parce que ça évite les ruminations négatives. Mais les chercheurs savent que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'en même temps, il y a des inhibiteurs de la recapture de la noradrénaline, donc ça va éviter finalement l'espèce d'activation, de rumination comportementale, d'éviter de se lancer dans des nouvelles activités pour oublier sa dépression. Donc ça peut avoir des effets indirects. Et le côté positif que ça a aussi, c'est que ça stimule un peu, ça réactive un peu le stress cérébral de façon assez modérée. Et en réactivant le stress cérébral, ça libère une neurotrophine qu'on appelle le BDNF. Et le BDNF peut réparer un certain nombre d'anomalies de connexion dans la région envisagée. Mais à ce moment-là, il vaudrait mieux qu'ils fassent du sport régulièrement parce que le sport augmente beaucoup le taux de BDNF. Donc, il peut y avoir finalement des comportements un peu préventifs, comme marcher beaucoup, lire. Alors ça, c'est très bien parce que c'est l'objet de mon prochain livre. Je vous mets en avant-première, mais il est presque prêt. Qui s'appellera Le déclin cognitif, agir ou subir. Donc, voilà, ce sera à peu près ça. Donc là, je passe en revue tout ce qu'il faut faire pour empêcher le déclin cognitif, ou tout au moins le faire qu'il apparaisse le plus tard possible. On ne peut pas le réduire, on peut simplement le reporter. Est-ce que vous pouvez vous empêcher de mourir? Non, donc vous ne pouvez pas réduire tout. Vous en faites l'année prochaine sur le Ouais, sujet. je pense qu'il sortira en 2027 parce que le temps qu'Odile Jacob donne le feu vert. Mais il est presque écrit, oui. C'est très naïf ce que je vous demandais, mais quand on parle du cerveau, il y a toujours des chiffres, des milliers de milliards de choses. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est calculé? Qui c'est qui fait? Très bonne question. Très bonne question. Par exemple, pour le nombre de neurones. Pendant des années, on prenait un petit morceau de cerveau de cadavre, on découpait en un cube comme un apéricube, et puis les anatomistes là, qui font des coupes au microscope, ils faisaient une centaine de coupes, puis ils regardaient dans chaque coupe, ils comptaient. Au bout d'un moment, les gens ont dit, bon ça va, avec votre méthode, c'est plus ou moins 30%, ça ne veut rien dire. Et récemment, grâce aux techniques immunologiques plus modernes, on arrive à marquer tous les noyaux des cellules, donc les neurones possèdent un noyau, avec un colorant extrêmement puissant, enfin c'est pas un colorant, c'est un anticorps qui permet de marquer les noyaux. Et là, on peut faire des coupes de cerveau entiers, et avec une technique d'imagerie sur des coupes, on arrive à lire
Et il y a une étude, un travail qui est sorti il y a déjà assez longtemps, je crois que c'est en 2009, qui est critiqué par personne, qui a permis de dire à un demi-milliard près, on sait qu'il y a 86 milliards de neurones dans le cerveau humain, point barre. On sait. Et c'est le cerveau de toutes les espèces où il y a le plus de neurones. Ce qui sous-entend que d'un individu à l'autre, il y a toujours le même nombre de... Non, il peut y avoir des variations. Très Non, minime. c'est pareil pour Minime par le rapport volume du cerveau. Hein, minime ça, par rapport à- c'est pas proportionnel à la capacité d'être intelligent ou d'être actif ou d'être dépressif. Le volume du cerveau varie, ça va de 1300 à 1600 cm3, c'est très variable. Il y a des tas de gens qui ont dit des bêtises en disant que les cerveaux des femmes étaient plus petits. Bah, une femme de 60 kg, elle a un bras plus petit qu'un homme de 120 kg, donc elle a un plus petit cerveau, c'est logique. Tout est proportionnel, non mais c'est vrai. Non, ce qui compte, c'est le nombre de connexions. Et il peut y avoir plus de connexions dans une petite tête que dans une grosse. Donc, voilà. Non, tout ça est très relatif, mais ces chiffres sont... Alors, le seul chiffre qui reste approximatif, c'est le nombre de milliards de connexions. Quand j'ai dit 4000 milliards, je peux vous trouver une dizaine de revues, ça va de 2000 à 30 000 milliards. Donc là, on ne sait pas bien. On ne sait pas bien. On sait qu'un neurone peut être connecté avec 5000 voisins, donc ça peut être énorme, mais en moyenne, combien? Certains disent 2000, certains disent 3000, certains disent 1000. Donc on multiplie le nombre de neurones par le nombre de possibilités de connexion et on donne un chiffre approximatif. Mais c'est quand même énorme. Et est-ce que le nombre de neurones reste stable pendant... Ah, c'est une très bonne question. Alors ça, j'en parle dans le prochain livre. Je vous rassure, on ne perd pas beaucoup de neurones, sauf si on a une maladie, une démence. Dans la démence, il y a une atrophie du cortex qui se voit. Si cette atrophie dépasse 20% du volume, là, on perd vraiment des neurones. Mais dans la vieillesse normale, on perd très peu de neurones, 2-3%. Et on en fabrique tous les jours, notamment dans l'hippocampe, 700 par jour. Vous allez me dire par rapport à 86 milliards. Ce qu'on perd, c'est des connexions. Donc l'image que je donne, c'est le sapin de Noël, hein, le tronc à la fin il reste, mais il perd ses aiguilles. Donc on garde, non mais c'est une bonne image, on garde le neurone mais il perd ses connexions. Donc pour conserver ces connexions, il faut continuer à être actif, il faut venir aux conférences de l'ITL, il faut faire du sport, etc. Il faut stimuler son cerveau, faire de l'activité physique et éviter la malbouffe. C'est déjà pas mal. Prochain livre. Voilà. Et il y a beaucoup à dire aussi sur la malbouffe. Voilà. Bon, là, je dépasse mon temps, monsieur. Bon, s'il y a des questions. Bon, ben merci.